Bonsoir à tout le monde. On est dans ce débat organisé pour le cercle de Podemos Paris, financé pour les groupes parlementaires de la gauche européenne. C'est un plaisir d'avoir à ma gauche à Éric Coquerel, député insoumis de la France Insoumise, et aussi député régional d'Île-de-France, coprésident du parti de gauche, si je ne me trompe pas. Et de l'autre côté, il y a notre eurodéputé de Podemos, Xavi Benito, qui a commencé à militer dans Podemos Euskadi. Et il a fait carrière comme travailleur social. Et se présenté pour une liste. Et il était élu en quelle position? Je ne me souviens plus. La 9, en position numéro 9, et c'est lui qui a remplacé comme député à Pablo Iglesias. Il travaille dans des commissions, Parlement européen, etc. Qu'après, on lui va poser quelques questions sur ça. Le débat, c'est un débat sur la stratégie pour les élections européennes de 2009, de comment faire alliance pour vaincre le néolibéralisme et les possibles alliances qu'il peut y avoir entre Macron et Merkel. Cette force alliance néolibérale, comment on peut faire des alliances pour 2019, de toute la gauche rassemblée pour les parlements européens. Voilà la première question. Je vais donner la parole à Éric Coquerel, que c'est notre invité. Et là, comment on peut créer un front commun pour l'Europe, pour les élections européennes? Bien, bonjour à toutes et à tous et merci à Podemos pour cette invitation. Je crois que c'est évidemment toujours un débat plus que d'actualité, puisque nous sommes dans un cadre européen où on le voit toujours plus, des mesures sont imposées au peuple au nom justement de l'Union européenne. Si j'avais un dernier exemple à donner, c'est celui du CETA, puisque Juncker a décidé que le CETA allait être appliqué en Europe, avant même que les parlements nationaux ne le votent, en débattent et ne le votent. Et le gouvernement français a décidé, a annoncé hier que le 21 septembre, c'est-à-dire la semaine prochaine, cet accord transatlantique avec le Canada, dont on sait qu'il préfigure le TAFTA, qui est un accord de libre-échange, sera appliqué sans qu'il y ait eu le moindre débat et la moindre décision souveraine des États membres et des peuples qui composent aujourd'hui l'Union européenne. Bien, autrement dit, on a un cadre, très certainement le seul cadre au monde qui est un cadre de libre-échange total, sans aucune harmonisation sociale et fiscale, et où les décisions peuvent être prises, quoi qu'en pensent les peuples, sur des questions de budget, des questions d'accords internationaux, des questions de règles toujours plus libérales. Ça, c'est aujourd'hui, j'allais dire, l'Union européenne qui, on peut dire, et je vais peut-être trop vite pour la traduction, non, qui est le cheval de Troie, certainement idéal du néolibéralisme et de destruction des acquis sociaux et de contournement des souverainetés populaires. Ça, c'est le cadre que nous avons. Alors maintenant, la question, c'est comment on peut transformer ça. Moi, je crois que je pose une première condition, c'est qu'on ne peut pas transformer l'Union européenne sans rupture intégrale avec les traités actuels. Je ne crois pas à une vision graduée, réformiste, qui serait le fait qu'on essaye progressivement, au fur et à mesure que les différents États membres pourraient être d'une couleur politique plus correcte, penser qu'on changera les choses, j'allais dire, d'une manière réformiste tranquille. Je ne le crois pas, tout simplement parce qu'on a des traités d'abord qui le rendent impossible, et deuxièmement, parce qu'on voit bien que si on attendait le fait que les 27 États membres se transforment pour changer les choses, bien inutile de dire qu'en attendant, on aurait absolument terminé de casser tout ce qui reste de règles sociales, tout ce qui reste de régulation, tout ce qui reste de code du travail, pour parler d'actualité. Donc, il faut rompre avec les traités. Alors, à partir de là, la question, c'est comment ? Nous avons proposé une stratégie, celle ce qu'on appelle le plan A, plan B. Le plan A, plan B, ça vient de l'expérience et ça nous est venu en juillet 2015 de l'expérience de Syriza, c'est-à-dire
l'idée d'un gouvernement qui, jusqu'en juillet 2015, tient tête à la Troïka et à la Commission européenne à Berlin et à Bruxelles, et qui, à un moment donné, à force de pression des États membres, et principalement de l'Allemagne, épaulée par la France et par la communauté européenne, finit par renoncer, et j'allais dire, il faut le dire le mot, il y aura peut-être un débat, mais capitule pour accepter un mémorandum pire que celui contre lequel ils avaient été élus. Donc la question, on s'est dit, pourquoi ça s'est passé comme ça? Alors on peut parler de la nature de Syriza, mais je crois que ça serait pas le cœur du problème. Pour nous, le cœur du problème, c'est qu'il n'y avait pas de plan B. C'est-à-dire que les Allemands avaient un plan B. Je dis les Allemands parce que c'est eux qui ont mené la danse tout au long de ces négociations. Et nous estimons aujourd'hui que l'Union européenne est à l'image de la politique économique qui répond aux intérêts des possédants allemands, pas du peuple allemand et des travailleurs, mais des possédants allemands. Donc, les Allemands avaient un plan B. C'était de dire, si les Grecs ne signent pas, c'est le Grexit, dehors la Grèce. Mais à l'inverse, la Grèce n'avait pas de plan B, c'est-à-dire une rupture unilatérale préparée pour faire en sorte de ne pas céder au chantage. Bien. Donc, tout notre travail et notre réflexion, c'est le plan A, plan B. Le plan A, quelque part, c'est on change et on transforme radicalement l'Union européenne, tous ensemble, ou au moins avec tous ceux qui le veulent. Le plan B, c'est on rompt unilatéralement en espérant que l'État qui le fasse serve d'exemplarité pour que d'autres États membres le fassent avec lui. Alors, bien évidemment, soyons d'accord sur le fait que tous les États membres ne sont pas égaux par rapport à ça. Je n'ignore pas que, si je reprends l'exemple de la Grèce, quand on a affaire à un pays dont le produit intérieur brut est à peu près celui de la région Île-de-France, avec une économie et un marché intérieur qui est celui qu'on connaît, c'est-à-dire, je ne sais plus où la Grèce se situe, mais évidemment pas dans les premiers rangs, c'est pas la même chose que quand on a affaire à la France, qui est la deuxième puissance économique en Europe, et sans qui, quelque part, l'Union européenne ne se ferait pas. C'est-à-dire qu'on ne peut pas imaginer qu'un des membres piliers de l'Union européenne puisse, quelque part, être exclu de l'Union européenne, puis l'Union européenne continue tranquillement son chemin. C'est pas vrai, ça n'existe pas. Donc pour nous, de notre part, par exemple, et c'est ce que nous expliquions à la campagne présidentielle, la France a évidemment les moyens, quelque part, à un moment donné, d'imposer un tel rapport de force, qui est l'idée que soit les autres États membres préfèrent quelque part que l'Union européenne s'écroule, soit justement ils cèdent à la pression qu'on aurait imposée sur la base d'un mandat qui aurait été celui du peuple français, et notamment celui d'un référendum pour un nouveau traité. C'est ça le plan A, plan B. Mais pour que ça marche, et je terminerai là-dessus, pour pas être trop long, pour que ça marche, il faut absolument préparer les conditions techniques et monétaires qui permettent d'appliquer le plan B si le plan A ne marche pas. C'est-à-dire la question non plus d'un protectionnisme solidaire à l'échelle européenne, mais d'un protectionnisme solidaire à l'échelle française. C'est-à-dire le fait, effectivement, de pouvoir rompre avec une monnaie unique, avec le fait, y compris, de battre monnaie sur un temps donné, enfin, toutes sortes de mesures qui permettent justement d'établir un rapport de force et de ne pas se retrouver, j'allais dire, avec un pistolet sur la tempe. Voilà, c'est un peu l'idée qu'on développe, et avec, vous avez compris, la toile de fond, c'est que l'Union européenne telle qu'on la vit aujourd'hui, ça n'a aucun rapport avec la construction européenne qui serait nécessaire de coopération avec les peuples. Donc la seule façon de la transformer, il faut le dire au départ, c'est de rompre avec elle. En tout cas avec ces traités. Merci. Et je le donne la parole à l'eurodéputé de Podemos, Xavi Benito, qu'il va parler en espagnol et on va faire des traductions, nos traducteurs en français simultané. Merci. Si hablas sin micrófono, yo lo hago de manera simultánea. Vale. Bueno, en primer lugar, gracias a todos y a todas las que estáis hoy aquí escuchando. Por supuesto, gracias al Círculo de París por invitarme a este espacio. Yo nunca había estado en la Fiesta de la Humanidad. Me habían advertido que era bastante impresionante, pero tenía que venir a verlo. La verdad es que es bastante impresionante. Uno siente envidia de espacios como este, la verdad.
Bonjour à tous, merci à toutes les personnes qui sont présentes. Je remercie le Cercle de Paris de m'avoir invité. C'est la première fois que je viens à la Fête de l'Humain. On m'avait dit que c'était très impressionnant, mais il fallait que je le voie de mes propres yeux. C'est vrai que c'est très impressionnant. On est très jaloux de voir que vous avez un espace de débat comme celui-ci. Y por supuesto quiero aprovechar también el que estoy aquí con un compañero de Francia Insumisa para felicitarles, como no puede ser de otra manera, por los últimos resultados en las elecciones francesas. Unos resultados que son buenos, yo creo, por dos motivos, que es que, y sobre todo un motivo que no es solo francés, sino también europeo, que viene a reforzar una tendencia de que las alternativas progresistas siguen creciendo en Europa, y no solo como parecía en un principio España, Grecia y Portugal, sino también en Francia, y por lo tanto nos manda un mensaje fuerte de que no solo está creciendo la extrema derecha, no solo hay alternativa, digamos, a las políticas neoliberales desde la derecha, sino que también hay una alternativa y muy fuerte a la izquierda o en el lado de las alternativas progresistas. Très bien, alors tout d'abord je souhaiterais remercier également la France Insoumise de m'avoir invité. Les derniers résultats électoraux de la France Insoumise sont extrêmement bons, donc je tiens à vous... Est-ce que vous m'entendez au fond? Oui? Donc je tiens à féliciter la France Insoumise pour ses résultats électoraux qui ont été très bons dernièrement. Et cela montre deux choses. Tout d'abord, cela montre qu'il y a une montée en puissance des tendances progressistes. Et cela montre, et pas seulement en France, en Espagne et au Portugal, et cela montre également qu'au-delà de la montée en puissance de l'extrême droite, il y a d'autres alternatives possibles qui sont mises en avant par l'extrême gauche. Bueno, y ahora para ir a la cuestión del debate, la cuestión de tejiendo alianzas, sobre todo de cara, digamos, al próximo reto electoral de las elecciones europeas de 2019. Bueno, para ser sinceros, entre nosotros es una cuestión que dentro de Podemos aún no hemos abordado, pero sí es una cuestión que es próxima y que hay que ir tejiendo y concretizando esas líneas para la próxima cita electoral. Entonces, yo, bueno, pues para responder, digamos, a esta invitación, me he ido haciendo algunas preguntas para ir clarificando qué puntos o en qué vías tenemos que ir construyendo, tenemos que ir tejiendo estas alianzas. Pour répondre à la question qui est posée par le débat, à savoir le fait de forger des alliances en vue du prochain scrutin électoral qui est les élections européennes de 2019, pour être honnête, au sein de Podemos, nous n'avons pas encore abordé cette question, mais en vue de ce débat, j'ai préparé un certain nombre de questions pour voir comment nous pouvons tisser toutes ces alliances et nous préparer pour cette échéance électorale. La primera pregunta sería el dónde queremos tejer estas alianzas, y bueno, la respuesta es obvia. Si nos referimos a las elecciones europeas, pues sería el nivel europeo. Entonces ahí tenemos que tener en cuenta el sujeto ciudadano. La realidad a nivel europeo, bajo mi punto de vista, es que no ha cuajado, digamos, el concepto o el sentir de ciudadanía europea. Eso no es solo no es una cuestión únicamente nuestra, sino que también era un proyecto, distintos proyectos, pero el concepto de ciudadanía europea era un proyecto que también tenía, digamos, los partidos de centro, o lo que ahora conocemos como la Gran Coalición. Esta ciudadanía europea era una propuesta que se intentó consolidar con la Constitución Europea, que sufrió un duro revés en 2005 cuando, bueno, pues los referéndums nacionales se opusieron. La première question à laquelle nous devons répondre, c'est où est-ce que l'on souhaite forger ces alliances. Étant donné que c'est un scrutin européen, ces alliances doivent se forger au niveau européen. Nous avons besoin de mettre en avant le concept de citoyenneté européenne. Et quelle est la réalité aujourd'hui en Europe? Eh bien, soyons honnêtes, le concept de citoyenneté européenne n'est pas un concept qui est bien compris par les Européens. C'est un projet que nous essayons de porter, pas seulement au sein de Podemos, c'est un projet qui est également porté par certains partis de gauche, du centre, au sein de ce que nous appelons la Grande Coalition. Et c'était l'objectif de la Constitution européenne. Mais la Constitution européenne et l'Union européenne ont subi un revers en 2005 avec les référendums qui ont dit non au traité constitutionnel européen. Por nuestra parte en Podemos, nosotros sí abogamos por un futuro europeo, que no se llama Unión Europea, pero que sí se llama Europa.
Esto, unido a esta ausencia, digamos, de un sentimiento de ciudadano europeo, puede suponer una dificultad. Pero sin embargo, a pesar de que, como decía, este sujeto de ciudadanía europea no ha cuajado o no existe de manera muy uniforme, sí hay una creciente preocupación entre la gente por problemas transnacionales, por problemas europeos. Por poner ejemplos concretos, algunos ya los ha mencionado el compañero, problemas europeos que trascienden a las fronteras nacionales, el TTIP, el CETA, la austeridad, la crisis de fronteras y refugio, son problemas que de alguna manera todos los sentimos y de alguna manera también requieren una respuesta colectiva. También los hay a nivel mundial, por poner los ejemplos yo creo que más preocupan. Por un lado sería el cambio climático y por otro la respuesta a la globalización capitalista. Au sein de Podemos, nous sommes en faveur d'un avenir européen qui n'aurait pas le nom d'Union européenne, mais d'Europe. Il y a une absence de ce sens de citoyenneté européenne, donc ce n'est pas facile de porter ce projet. Comme je vous le disais, même si le concept de citoyenneté européenne n'est pas bien accepté par les Européens, de plus en plus d'Européens sont préoccupés par des problèmes communs, des problèmes qui franchissent les frontières. Et pour vous donner un exemple qui a déjà été mentionné par mon collègue, les traités tels que le TTIP, le CETA, la crise des réfugiés ou encore l'austérité. Ces problèmes concernent tous les Européens et les solutions doivent donc être européennes. C'est également pertinent à l'échelle internationale si on prend l'exemple d'une part du changement climatique, de l'autre du problème de cette mondialisation débridée. Vale, y frente a estos problemas se está generando un tejido, se está construyendo un tejido que supera también los niveles nacionales, ¿no? Un tejido, unas redes internacionales donde los movimientos sociales, digamos, se conocen y comparten objetivos de lucha similares. En ese campo yo creo que es donde las organizaciones políticas también tenemos que seguir trabajando. Podemos ha participado activamente en la iniciativa de un plan B para Europa. Como delegación en el Parlamento Europeo nosotros también intentamos tejer esas alianzas con otros partidos políticos, intentamos activar iniciativas, actos junto con otros diputados o junto con movimientos sociales de otros países, tanto organizando, como decía, como participando en esas movilizaciones. Et donc face à tous ces problèmes européens, on voit qu'il y a un tissu européen de plus en plus fort, des réseaux internationaux se créent, plusieurs mouvements sociaux travaillent main dans la main car ils se rendent compte qu'ils font face à des luttes communes et les organisations politiques doivent également travailler sur cette question. Par exemple, au sein de Podemos, nous avons participé à l'élaboration de ce qu'on appelle le plan B pour l'Europe. Notre délégation au sein du Parlement européen a essayé de nouer des contacts avec des députés et de créer des contacts avec d'autres mouvements sociaux. Y es en esa lucha, digamos, colectiva que se está gestando, que está creciendo, donde tenemos el reto, que yo creo que es el reto que enfrentamos de aquí a 2019, de crear una mayoría social que como poco sea capaz de condicionar la agenda no solo de la Unión Europea sino también de nuestros países, condicionar la agenda política que intenta construir esa Europa, digamos, de austeridad, Europa antisocial, etcétera, etcétera. Es esa construcción de una mayoría social fuerte y en la mayoría de los países, cada una con sus propias características, pero compartiendo una agenda común. Yo creo que ese es el verdadero reto que tenemos que enfrentar de ahora en adelante. Et dans le cadre de ce combat collectif qui voit le jour aujourd'hui, le principal défi que nous avons en perspective du scrutin de 2019, c'est de créer une majorité sociale, une majorité forte dans tous les pays européens en prenant en compte les différentes caractéristiques des pays européens pour que nous puissions fixer l'agenda, pas seulement en Europe mais également dans nos pays respectifs pour lutter contre cette Europe de l'austérité, cette Europe antisociale. Y tejer esas alianzas
para que generen una mayoría social, a mí me parece uno de los retos más difíciles. No se trata de, por decirlo sencillamente, no se trata de sumar 1 más 1 y que nos dé 2, porque en ese caso, en mi opinión, seguiríamos siendo 2, sino que tenemos que tejer unas alianzas que permitan generar unos espacios o unos proyectos nuevos que den cabida a nuevas mayorías que hasta ahora, digamos, no estamos contando con ellas. Unos espacios que sean atractivos, que llamen a toda la gente militante, a la gente no militante, mayores, jóvenes, hombres, mujeres, etcétera, etcétera. Et pour pouvoir créer toutes ces alliances, pour créer cette majorité, c'est extrêmement difficile. C'est le principal défi auquel nous faisons face. Il ne s'agit pas seulement de rassembler chacun des mouvements. Il s'agit de tisser des alliances qui permettent de dégager de nouveaux espaces, de créer de nouveaux projets qui, à présent, n'existent pas et qui rassemblent les militants, mais également ceux qui ne sont pas militants, les jeunes, les moins jeunes, les hommes et les femmes. Allô? Ah oui, parfait. Pardon. Bon, j'ai une question à vous poser, à vous dire. Comment on peut faire cette alliance? Parce que, par exemple, en 2014, pour les élections européennes de 2014, on avait le Front de gauche ici en France, Podemos Izquierda Unida en Espagne et des autres partis. On avait le candidat Tsipras, qui était candidat à la présidence de la Commission européenne. Pour 2019, on a prévu ça aussi, un candidat unique qui nous rassemble à tous les mouvements, Podemos, France Insoumise, les blocs portugais, etc., etc. Mais cette alliance, on l'avait qu'uniquement pour cette élection 2019, on met en plateforme aussi pour être tous en contact, continuer avec ce mouvement. On est tous les pays, tous les gens des mouvements sociaux, de la société civile, etc., en contact permanent et faire des alliances européennes. Je vous donne la parole. Oui, enfin, bon là on rentre un petit peu dans le cœur du débat et moi je pense qu'il faut... Enfin, je vais dire clairement une chose. Je ne crois pas qu'on transformera l'Union européenne par l'intermédiaire des élections européennes. Voilà, je le dis très clairement et comme ça. Pourquoi ? Parce que le pouvoir au niveau de l'Union européenne n'est pas dans le Parlement européen. Le Parlement européen aujourd'hui, notamment les institutions, est un pouvoir, je dirais, très auxiliaire par rapport... au Conseil des ministres européens, par rapport à la Commission européenne et par rapport à certains États membres. Bien évidemment, je vais y revenir après, il est important d'envoyer un rapport de force au Parlement européen. Il est important d'envoyer le plus possible de députés qui se battent pour une transformation radicale de l'Europe. Mais je crois par contre qu'il serait erroné de laisser penser que justement, à partir du Parlement européen, on va transformer les choses en Europe. Si on veut avoir une image, par exemple, de la réalité, au moment justement où il y a les négociations avec Alexis Tsipras en juillet 2015, vous n'avez pas 27 États membres qui discutent avec Alexis Tsipras. Vous avez Madame Merkel, Monsieur Hollande et Monsieur Juncker. Ce que je veux dire par là, c'est que la question de la géopolitique dans l'Union européenne et donc le poids de certains États membres et notamment celui de l'Allemagne, est bien plus prépondérant que celui, je l'ai dire, du Parlement européen. On peut le regretter, on peut dire que c'est pas comme ça qu'on voit l'Europe, mais c'est cette Europe-là aujourd'hui à laquelle nous avons affaire. Et donc, pour ma part, je crois plus, pour essayer de bousculer les choses, au fait que dans des pays majeurs de l'Union européenne, on arrive justement à prendre le pouvoir, et à partir de là, à partir d'un rapport de force diplomatique, comptant sur justement la réaction d'autres États membres, je vais y venir, on arrive à quelque part être capable de bouleverser la situation. Par exemple, je pense bien plus important ce qui se passe aujourd'hui au Portugal, où effectivement il y a des mesures de résistance à l'austérité, et on va voir, parce que si ça se trouve, on va avoir dans les mois à venir un bras de fer avec l'Union européenne. Je crois plus à ce qui se passe au Portugal qu'à l'idée... j'allais dire d'une transformation par les prochaines élections européennes. Je déçois peut-être en le disant, mais je préfère le dire. Et je crois plus que si Jean-Luc Mélenchon était devenu le président de la République en France avec un gouvernement de transformation radicale, je crois que nous aurions pu être dans une situation de changer la donne en Europe plus efficace que l'idée de changer un rapport de force dans tous les pays européens. Bon, ça c'est le préambule. Une fois dit ça, ça ne veut évidemment pas dire
qu'il ne faut pas chercher des alliances dans chacun des pays qui permettent justement, une fois qu'on a pris le pouvoir dans un pays, de pouvoir établir tout de suite un rapport de force. Et de ce point de vue-là, évidemment, ce qui se passe, le fait que les remerciements que j'avais sur France Insoumise tout à l'heure, je les renvoie à Podemos. Le fait que des forces en Europe soient capables d'émerger, de devenir des forces à vocation majoritaire, quasiment seules, enfin ça dépend des systèmes électoraux, mais enfin en tout cas, être capable d'avoir plus de 20%, donc de transformer la donne, de passer devant les partis sociaux-démocrates, c'est évidemment quelque chose qui améliore considérablement la situation. Ce qui se passe au niveau de Podemos, ce qui se passe au niveau du Portugal, ce qui se passe au niveau de quelques autres pays européens, c'est si jamais demain nous arrivons au pouvoir, le fait de sentir que nous ne serons pas seuls, que nous pourrons être dans une situation de rapports sociaux plus efficace pour être dans un moment d'exemplarité, dans une question de rapport de force. Bon. Donc voilà comment j'imagine. Et évidemment, tout ce qui travaille dans ce sens est quelque chose qui va dans le bon sens. Tu parlais tout à l'heure du sommet du plan B, donc c'est un sommet qui a été initié justement à partir des questions plan A, plan B, dont le prochain sera à Lisbonne en octobre, donc c'est évidemment important puisqu'il sera dans un des épicentres de la bataille contre l'austérité. C'est quelque chose qui est évidemment important pour l'avenir puisque nous sommes tous là à réfléchir à ce que pourraient être des plans A, plan B et à l'échelle internationaliste et à l'échelle européenne. Et de même, tu as raison de dire que tout ce qui se passe en termes de mouvements associatifs, mouvements sociaux, par exemple contre le CETA, le TAFTA, est quelque chose qui est évidemment important et qui n'est pas contradictoire avec la stratégie, j'allais dire, de transformation que j'évoquais à partir des cadres nationaux qui me semblent aujourd'hui être quand même les plus opérantes parce que ça reste les 4 premiers de la souveraineté aujourd'hui en Europe. Donc voilà un petit peu comment je vois les choses. Je résume. La question ne changera pas l'Europe uniquement à travers la question d'un rapport de force dans toute l'Europe. Je crois beaucoup au fait de le faire à partir d'un exemple et si possible d'un pays qui a la puissance justement pour imposer un rapport de force différent et à partir de là quelque part agir en capillarité, en exemplarité, j'allais dire en contagion par rapport aux États européens. Et ça se prépare avec tout le travail internationaliste qu'on peut faire les uns les autres. Je le donne la parole à Xavi. Oui, perdón. ¿Cómo ves tú? Porque en el 2014 nos presentamos Podemos, Izquierda Unida, el Frente de Izquierdas aquí en Francia y otros partidos europeos con un candidato único a la Comisión Europea que era Alexis Tsipras. Ahora para 2019 vamos a hacer una alianza toda europea de partidos pues en los que uno de ellos es el Partido de la Izquierda Europea en el que está Podemos y otros partidos. Y esta alianza va a tener un candidato único. ¿Esta alianza es solo pensada para ser electoral o podemos aprovechar de ese momento y hacer una alianza y una plataforma para que estar todos los países europeos, todos los movimientos sociales y partidos y partidos alternativos, digamos así, dejar una plataforma creada para siempre y que nos sirva para estar comunicados todos juntos? Vale, yo no creo que... O sea, el propio sistema de las elecciones europeas no permite diseñar tampoco el hecho de una candidatura única. No creo que tampoco sea la alternativa. Creo que hay que hacer agendas únicas o agendas compartidas, mejor dicho. Yo también estoy de acuerdo con que las elecciones europeas vayan a cambiar la Unión Europea, y dejarla de un día para otro irreconocible. Eso es básicamente imposible, primero porque el Parlamento tiene muy pocas competencias y segundo porque eso está inscrito, digamos, en los tratados de la Unión Europea. Y yo creo que ahí es donde está el punto de la cuestión. Donc la question portait sur le fait de savoir s'il faut préparer un candidat unique en vue du scrutin 2019 ou est-ce qu'il faut, au-delà du scrutin 2019, créer une plateforme permettant de rassembler les différents partis en Europe. Personnellement, je pense que
cette idée d'un candidat unique ne suffit pas. Ce qu'il faut, c'est fixer un agenda uni, ou plutôt un agenda partagé entre les différents partis politiques en Europe. Il est vrai qu'il n'est pas possible, par le biais de ce scrutin électoral, de changer radicalement l'Union européenne du jour au lendemain. C'est impossible, tout d'abord en raison du fait que le Parlement européen ne dispose pas de beaucoup de prérogatives, et deuxièmement, en raison de ce qui est consacré par les traités européens. No son las directivas que hace o puede cambiar el Parlamento Europeo lo que limita ahora mismo el hacer políticas progresistas, sino que son estos tratados. Y esos tratados, en el momento que un país quiere hacer una política progresista, una política expansiva para generar empleo, una política de rescatar personas, aumentando el gasto social, se va a encontrar de frente con eso. Portugal está consiguiendo hacer políticas en ese sentido, pero está cumpliendo con los márgenes de gasto. Eso es algo que en cualquier momento te lo puedes encontrar de frente y cuestionen el modelo político que la ciudadanía ha apoyado en ese estado. Entonces, yo creo que la alternativa contra eso es la desobediencia a esos tratados aún dentro de la Unión Europea. En ese momento es cuando habrá que ver qué equilibrio de fuerzas existen, qué alianzas hemos tejido y, por tanto, cuánta fuerza podemos sumar para que esa desobediencia imponga un cambio de rumbo dentro de la Unión Europea. Grecia es una lección de la que tendremos que aprender, pero Grecia sí tenía un plan B. Grecia sí tenía un plan B de auditoría de la deuda, de declarar el impago ilegítimo hasta que se terminara esa auditoría. También varios economistas proponían una doble moneda en circulación. El problema es que, digamos que ese plan B no se quiso aplicar en ese momento. Ce n'est pas seulement en raison des directives élaborées par le Parlement européen que nous ne sommes pas en mesure de mettre en œuvre les politiques progressistes. On n'est pas en mesure de mettre en œuvre ces politiques progressistes en raison des traités européens. Aujourd'hui, si un pays européen, par exemple, souhaite entreprendre une politique progressiste, s'il souhaite créer de l'emploi, s'il souhaite faire des dépenses sociales, eh bien, il s'opposera directement aux traités européens. Le Portugal a remporté certaines victoires, mais le Portugal est tenu de respecter les obligations en termes de dépenses de l'Union européenne. Donc, l'Union européenne, d'une certaine manière, remet en question le modèle politique, alors même que ce modèle politique a été choisi par la voie des urnes, par les citoyens d'un pays donné. L'alternative, c'est donc la désobéissance aux traités européens. Et pour ce faire, on a besoin de rassembler suffisamment de forces, de trouver de rétablir l'équilibre des forces pour pouvoir changer le cours de l'Union européenne. Prenez l'exemple de la Grèce, par exemple. Il y a des leçons à tirer de ce qui s'est passé en Grèce. En Grèce, il y avait une alternative, il y avait un plan B. L'objectif, c'était de mener à bien un audit de la dette pour ne pas rembourser ce qui était une dette considérée comme inacceptable. Certains économistes proposaient même l'entrée en circulation de deux monnaies, mais ce plan B n'a pas été accepté. Y esas conquistas, para mantenerlas, es importantísimo que estén fundamentadas en una base social fuerte, en una base social mayoritaria. Digamos que esa mayoría se tiene que sentir en las calles. Por poner un ejemplo práctico de desobediencia en las instituciones, el Ayuntamiento de Madrid está desobedeciendo el techo de gasto que el Ministerio de Hacienda le impone en base al techo de gasto de Europa. Y el Ayuntamiento de Madrid lo está consiguiendo gracias a un mayoritario apoyo social y gracias a que esa desobediencia del techo de gasto está permitiendo hacer políticas en beneficio de la ciudadanía, y la gente lo ve así. Toutes ces victoires doivent être fondées sur une base sociale forte et majoritaire. Et cette base sociale doit se ressentir dans la rue. Je vous donne un exemple. La mairie de Madrid, par exemple, ne respecte pas les exigences en termes de dépenses qui sont imposées par le ministère des Finances espagnol, des exigences qui viennent directement de Bruxelles. Madrid est en mesure de le faire. Pourquoi ? Grâce au soutien des habitants de Madrid. Et grâce à cette désobéissance, la mairie, la municipalité est en mesure d'entreprendre des politiques qui bénéficient directement à la population, et la population est reconnaissante. Oui, je vais poser une question adressée à M. Coquerel. On est en France, que c'est un pays, on va dire, du nord et du sud.
Et en 2012, François Hollande, il arrive au pouvoir et il commence à dire je vais faire pas les choses que dit Merkel, je vais faire des autres alternatives, les changements c'est maintenant, blablabla, les 35 heures, etc. Vous connaissez tout ça. Et après, on a vu qu'en sud de l'Europe, que le quinquennat de Hollande, c'était une politique très agressive. La politique néolibérale, ça réaffirmé avec Hollande au pouvoir, et en France, on le sait trop bien. Mais par exemple, s'il y a un gouvernement, un président et un gouvernement de la France insoumise, vraiment, la France, il peut changer les rythmes de l'Europe. On pourrait arrêter cette politique néolibérale qu'il y a aujourd'hui. Qu'est-ce qui fera Jean-Luc Mélenchon, président, et un gouvernement de la France insoumise en France pour bousculer cette politique néolibérale qui de plus en plus nous étrangle, les Européens et surtout les citoyens du Sud. Merci. Alors, tu as raison de rappeler les promesses de Hollande. Je vous rappelle que pour ceux qui ont parce que Hollande, ça paraît loin maintenant. Enfin, même si j'ai compris qu'il essaye de faire un comeback. Mais bon, ça, c'est dans sa tête, je crois. Mais Hollande avait dit « Je ne signerai pas le nouveau traité européen de stabilité s'il n'est pas modifié ». Bon, on sait qu'au bout de 6 mois, il l'avait signé en bonne et due forme. Et qu'effectivement, je crois qu'Hollande, en France, a été un petit peu le modèle de ce qu'a été la social-démocratie ces 30 dernières années. C'est-à-dire l'idée de dire ce qui est important, c'est de construire un cadre européen. Je vais partir de bons présupposés. Hein. Donc de construire un cadre européen pour peser davantage dans la situation internationale, et puis on changera l'Europe après. Bon. Et puis au final, c'est pas eux qui ont changé l'Europe, c'est eux qui ont été changés par le cadre et qui sont devenus libéraux. Et je vous rappelle que dans les années 90, à un moment donné, quasiment tous les États européens étaient gouvernés par les sociaux-démocrates. Bon, et ils ont fait exactement la même politique. Bon, si je dis ça, c'est que ça explique, à mon avis, justement, un des échecs aujourd'hui historiques de la social-démocratie, c'est-à-dire leur incapacité à être une force qui, d'une manière ou d'une autre, même de manière molle, même de manière réformiste, est capable de changer les choses. Donc, nous, si nous arrivions au pouvoir demain, déjà, je voudrais revenir à la première chose qui a été dite sur le fait que nous sommes quand même en concurrence avec l'extrême droite sur la question de débouchés. L'extrême droite propose, j'allais dire, l'issue identitaire, l'issue nationaliste. Nous proposons une issue progressiste d'émancipation, mais on voit bien que dès lors que le libéralisme et avec l'Union européenne en cheval de Troie foule des pieds la souveraineté, on voit bien où essaie de s'engouffrer l'extrême droite. Elle essaye de nourrir ça par une vision d'une nation ethnique. Enfin, je ne vous fais pas le tableau, chacun comprendra. Mais à l'inverse, si jamais nous, arrivés au pouvoir, si nous avions à un moment donné l'idée que entre le mandat que nous donne le peuple et l'Union européenne, en dernière instance, nous choisissons l'Union européenne, je crois que nous ne ferions qu'ouvrir à court terme les vannes, les portes à l'extrême droite, tout simplement, parce qu'on ne peut pas décevoir une deuxième chose. Donc maintenant, qu'est-ce qu'on fait si on arrive au pouvoir ? Bon, si on arrive au pouvoir, demain, on convoque un conseil des ministres européens. Et on dit, voilà, nous, on a un mandat du peuple français sur un certain nombre de mesures qui sont contradictoires avec les traités européens. Et donc, on désobéit. Je vous prends un seul exemple, vous allez le comprendre. Monsieur Macron dit les travailleurs détachés, c'est pas bien. Bon, quand même, évidemment, la pression a été telle qu'il est obligé de constater que une construction de dumping qui nécessite même plus d'externaliser votre entreprise, mais qui vous permet au contraire, à l'intérieur même de votre pays, de faire du dumping en embauchant des salariés dont beaucoup sont maintenant d'ailleurs français, sur les conditions sociales du pays d'origine de la boîte qui vient travailler chez vous, c'est du dumping idéal. Donc il dit les travailleurs détachés, c'est pas bien. Donc il dit on va essayer de négocier. Alors il commence à négocier, ça fait maintenant des semaines qu'il négocie, et il dit on va passer, au lieu de 3 ans de droit d'employer un salarié aux conditions de son pays, on va passer à 1 an. Bien, alors on pourra tous répondre que si on fait ça, d'abord il ne l'a pas encore obtenu, mais si on fait ça, ils changeront plus de salariés, c'est tout. C'est-à-dire tous les ans, ils changeront de salariés. Bon, nous, ce qu'on fera, dans ces cas-là, pour vous donner un exemple, c'est qu'on dira la directive des travailleurs détachés, elle ne s'applique plus en France. Basta, on ne l'applique plus. Quelles qu'en soient les conséquences. Et nous, le pari que nous faisons, c'est que la plupart des peuples européens
ils seront satisfaits par la position française. On ne sera pas seul en Europe à soutenir cette position. Il n'y aura pas là, l'idée de négociation avec je ne sais, graduelle et d'accepter que Mme Merkel, au bout du bout, accepte cette proposition. La plupart des pays, l'Espagne, le Portugal, la Hollande, etc., tous ceux qui aujourd'hui sont à la pointe des combats anti-austéritaires, ils accepteront cette situation. Bon. Eh bien, c'est la même chose pour d'autres choses. Par exemple, moi, je suis député à la Commission des Finances. On va bientôt examiner un budget d'austérité qui sera le plus grave budget d'austérité de toutes ces dernières années. 18 milliards d'austérité, dont 13 milliards aux collectivités territoriales. Si demain nous étions au pouvoir, nous dirions nous n'appliquons plus la règle des 3% qui impose à la France de respecter les budgets d'austérité. Et vous ferez quoi? Vous virerez la France de l'Union européenne? Nous, on pense qu'ils ne le feront pas. Parce qu'ils ont trop besoin du marché intérieur. Je ne reviens pas sur ce que j'ai dit. Et donc, à partir de là, on impose un rapport de force. Vous comprenez? Ça veut dire que en réalité, on impose une renégociation des traités sur la base du mandat que nous donne le peuple français à partir de désobéissances unilatérales immédiates en comptant sur le fait que nous ne serions pas seuls. Voilà demain ce que nous ferions immédiatement si nous arrivons au pouvoir et je crois que c'est la seule méthode possible pour espérer, j'allais dire, sauver une idée européenne tout en rompant avec ce que sont les traités aujourd'hui. Toute autre solution me semble absolument illusoire. Oui, bon, comme on est avec un eurodéputé, il y a une question pour l'eurodéputé de Podemos, Xavier Benito, adressée à lui. Il a parlé sur les poids qu'il peut faire la France et certains pays si on est il dit un gouvernement Podemos, le gouvernement de Portugal et un gouvernement France Insoumise. Aussi, si on va imaginer qu'on a aujourd'hui le Parlement européen, c'est comment on peut utiliser vraiment bien le Parlement européen. Qu'est-ce qu'il y a de bon dans le Parlement européen? Si on a une majorité de députés insoumis, on va dire, dans le Parlement européen, c'est aussi... parce qu'aujourd'hui, l'image qu'on a beaucoup de citoyens, c'est que le Parlement européen, la majorité des eurodéputés européens, ils sont au service des lobbies, des multinationales. Vraiment, ce Parlement européen, on les peut utiliser pour lutter contre les multinationales, pour lutter contre les lobbies financiers, parce que je pense qu'il faudra, pour lutter contre les multinationales américaines et chinoises, etc., il faudra aussi peut-être le Parlement européen, qu'on est tous ensemble pour lutter contre cette lobby qui il arrive aujourd'hui. Il dit à le Parlement européen et à les pays de l'Europe de dire il faut faire une réforme du travail, il faut faire des traités de libre-commerce, qu'il met les salariés de chaque pays à notre service. Comment on peut faire ça? Comment on peut lutter dans le Parlement européen? Comment on le peut changer? Parce qu'il est dans l'institution et il la connaît un peu. Vale, o sea, la pregunta es tan complicada como complicada la respuesta, porque, como decía anteriormente, desde el Parlamento Europeo no existiría una fórmula mágica para cambiar la Unión Europea. ¿Qué podemos hacer desde el Parlamento Europeo? Tenemos que cumplir nuestro programa, tenemos que hacer el trabajo parlamentario en base a nuestro programa, en base a nuestra orientación política, pero va a llegar un momento en el que el trabajo dentro de esa institución se va a ver limitado por los poderes supranacionales. En este caso, como venimos diciendo, los tratados, pero también, como bien has mencionado, que es algo que estamos obviando, el poder económico y los lobbies. Es eso lo que desde dentro del Parlamento Europeo y desde las instituciones no se pueden cambiar. Por eso creo que es tan importante retomar la idea de generar mayorías sociales, de generar presión social que impulse, que apoye estos programas de política progresista, pero que también esa movilización social ejerza un control sobre nosotros mismos. En este caso Podemos y Francia Insumisa, pero digamos sobre el gobierno alternativo que pretende llevar a cabo estas medidas.
La question est compliquée, donc la réponse le sera aussi. Comme je vous le disais tout à l'heure, le Parlement européen ne dispose pas d'une formule, d'une potion magique pour changer radicalement l'Union européenne du jour au lendemain. Ce dont nous avons besoin, c'est de respecter le programme qui nous a permis d'être élus, de mener à bien ce travail parlementaire en conformité avec nos croyances, notre orientation politique. Cependant, ce travail parlementaire, à un moment donné, il est limité par des pouvoirs transnationaux, les traités européens, comme je le disais tout à l'heure, mais également le pouvoir économique, à savoir les lobbies. Donc il n'est pas facile de changer les institutions européennes. Voilà pourquoi nous devons, comme je vous le disais, générer cette majorité sociale, cette pression sociale, afin d'une part de mettre en œuvre un programme qui s'articule autour de politiques progressistes et d'autre part de faire en sorte que cette majorité sociale puisse exercer un contrôle sur les gouvernements qui essayent de mettre en œuvre ces politiques progressistes et dans notre cas un parti politique comme celui de Podemos ou de la France insoumise. No quiero decir que sea inútil, sino que su capacidad como institución es igual a la competencia que le han dado. Por eso es importante salir también de la institución y hacer trabajo social, trabajo de calle y de generar mayorías sociales. Pequeño apunte. Cela ne veut pas dire que le Parlement européen est une institution inutile, mais il dispose de peu de prérogatives. Voilà pourquoi nous devons sortir de l'hémicycle, aller dans la rue pour essayer de générer cette majorité sociale. Refiriéndome a la pregunta que mencionaban anteriormente, efectivamente el estado actual, digamos, de la Unión Europea se debe en gran parte a la claudicación de la socialdemocracia y su posterior decline, se dice, sí, decline en los resultados electorales, ¿no? Como va perdiendo apoyo social, como va perdiendo apoyo electoral y cómo acaban, digamos, formando una gran coalición con la derecha, formando lo que ahora constituye, digamos, ese bloque de extremo centro que yo creo que es nuestro adversario político. Lógicamente también lo es la extrema derecha, pero lo que quiero decir es que la política europea se está polarizando de manera que ese desafecto que están generando las políticas neoliberales impulsadas desde ese centro político están yendo a los extremos. Extrema derecha, por desgracia, está creciendo en algunos países, pero también tenemos que seguir proponiéndonos como alternativa y recoger esa desafección y convertirla en un proyecto alternativo. Alors, pour ce qui est de l'état actuel de l'Union européenne, il est dû principalement au fait que la social-démocratie piétine, la social-démocratie est en déclin, et donc tous ces partis sociodémocrates qui perdent du soutien décident de créer des alliances avec la droite. Cela crée un bloc que l'on pourrait qualifier de centre extrémiste ou d'extrême centre, et c'est notre principal adversaire politique, au-delà bien entendu de l'extrême droite. Donc on assiste à une polarisation de l'Union européenne, un désenchantement de la part des citoyens qui est lié à la mise en place de toutes ces politiques néolibérales. Et cela encourage d'une part l'extrême droite, malheureusement, qui monte en puissance dans certains pays, mais d'autre part, cela encourage également l'extrême gauche. Et c'est à nous de créer une alternative, d'utiliser ce désenchantement des citoyens européens pour créer un projet alternatif. Bon, j'ai une dernière question pour Boudet, après on va donner les paroles à les questions du public. Cette question, c'est quel rôle il joue les militants, la société civile, les citoyens, et les gens ont ce type d'alliance, ont ce type de mouvement, comme il y a du système de listes ouvertes, des candidats des candidats de société civile et des citoyens actifs qu'ils peuvent se présenter dans France Insoumise ou dans Podemos. Quel rôle ont joué les citoyens Pour nous, c'est clair, le rôle des citoyens, enfin, ce que tu appelles les citoyens, on va dire globalement le peuple, il est premier parce que la solution, c'est le peuple. Voilà, la seule façon, j'allais dire, à un moment donné, renverser la situation face à l'oligarchie, parce qu'en réalité, l'Union européenne aujourd'hui, elle est le cheval de Troie de l'oligarchie financière, avec la totale complicité et le total engagement des gouvernements nationaux. Hein. Faut pas non plus, c'est pas l'Union européenne qui oblige M. Macron, M. Hollande ou M. Sarkozy successivement à
à contourner la souveraineté de leur peuple et à appliquer des mesures libérales. C'est parce qu'ils sont d'accord, qu'ils sont complices et qu'ils en sont même des éléments organiques. Mais il est clair que le peuple est la solution. Et là, par contre, ça renvoie, j'allais dire, à l'émergence des forces que nous représentons. Que ce soit Podemos ou que ce soit France Insoumise, l'idée part d'une même préoccupation. C'est comment créer un espace de recomposition qui permette l'implication citoyenne maximum, qui permette justement que, à travers toutes les méthodes, que ce soit les méthodes nouvelles de réseaux sociaux, Internet, de plateformes, que ce soit des méthodes, j'allais dire, plus classiques d'assemblées citoyennes, de groupes d'appui, que ce soit des méthodes de nos propres médias dans une bataille culturelle, que ce soit des méthodes de mobilisation dans les rues, toutes sortes de choses qui mêlent, j'allais dire, méthodes traditionnelles militantes et méthodes nouvelles, mais enfin, dans tous les cas, il faut que ça se rejoigne sur le maximum d'implication citoyenne. Raison, par exemple, pour lesquelles, pour notre part, nous pensons désormais que la question n'est plus l'addition de partis, même si moi je dirige un parti, mais de créer une force qui soit celle de centaines de milliers, voire de millions de personnes, pour pouvoir changer les choses. Et j'ai l'impression que ça a été la même problématique de Podemos il y a maintenant quelques années. Donc voilà, pour te répondre, la question citoyenne, l'appléxion de l'application, la question du peuple est première, et donc c'est à nous de savoir justement permettre que cette implication se fasse, que ça émerge et que ça nous permette de faire masse, j'allais dire. Tienes la palabra. Vale, como decía anteriormente, tenemos la necesidad de generar unas mayorías sociales que nos permitan al menos condicionar la agenda política, pero el objetivo es mucho más grande. Para generar esas mayorías y esos proyectos que alcancen ese objetivo, lógicamente tienen que ser proyectos atractivos, proyectos nuevos y abiertos a la participación. Esto es una cuestión comunicativa, en parte sí. A Francia Insoumise no lo desconozco, pero Podemos se ha hablado mucho, sobre todo al principio, del papel que ha jugado en los medios de comunicación con una imagen fresca, el apoyo de las redes sociales, de otras formas de comunicación directa con los ciudadanos. Esto es importante, sí, pero detrás de esto y detrás de cómo se configuran estos proyectos políticos, no es solo una cuestión meramente comunicativa, sino que es una cuestión puramente política. El hecho de que una organización, de que un proyecto colectivo sea nuevo es puramente político. El hecho de que llame efectivamente a una mayoría social tiene que ser construyendo un espacio lo suficientemente abierto, lo suficientemente democrático, donde la gente pueda acceder, o sea, se sienta invitado a entrar, donde la gente pueda participar en unas primarias de listas abiertas en igualdad de condiciones, etcétera, etcétera. Yo es de la manera que entré en Podemos cuando todo esto empezó. Y yo creo que fue ese efecto que también se repitió en las elecciones municipales de España, lo que permitió el generar candidaturas que ilusionen y que llamen a gente nueva que antes no conocíamos. Comme je vous le disais tout à l'heure, nous avons besoin de générer cette majorité sociale qui doit fixer l'agenda politique, mais pas seulement, nous devons faire bien plus. Nous devons avoir un projet participatif, un projet ouvert à tous, un projet attrayant. C'est une question de communication. La France Insoumise le sait bien, et Podemos, on s'est beaucoup basé sur les réseaux sociaux, à l'image, à l'époque où Podemos a été créé, car notre parti politique avait une image de parti politique neuf. On s'est beaucoup fondé sur les réseaux sociaux, donc c'est une question de communication, certes, mais pas seulement. Au-delà de la question de la communication, il y a la question politique. Il faut que ce projet collectif apporte une valeur ajoutée, qu'il crée un espace démocratique
que toutes celles et ceux qui souhaitent participer se sentent les bienvenus, qu'elles puissent participer par exemple à des primaires avec des listes ouvertes où tous les candidats sont sur un pied d'égalité. C'est d'ailleurs comme ça au départ que je suis entré au sein de Podemos. Donc c'est ce qu'on a vu lors des élections municipales en Espagne et c'est ce processus démocratique qui nous a permis de créer un nouvel espoir en Espagne. Oui, maintenant on va passer les questions du public. Si quelqu'un de vous a des questions à poser, notre camarade va donner le microphone à M. Coquerel ou l'eurodéputé. Vous pouvez le faire. No se oye nada. Sí, una pregunta para los dos. ¿Con quién vais a gobernar Podemos y Francia Insoumise? ¿Cómo podéis gobernar si no tenéis la mayoría y si hasta ahora no parece que pueda salir esta mayoría? ¿Con quién vais a gobernar? Donc avec qui est-ce que vous allez gouverner étant donné que pour l'instant vous ne disposez pas d'une majorité? Oui, tout à fait. Qui veut répondre à la... Oui, on veut absolument gouverner. Je crois qu'on a montré d'ailleurs que c'est ce qu'on recherchait dans la dernière élection. Alors, je crois qu'il faut répondre avec... j'allais dire que la réponse va dépendre des systèmes électoraux de chaque pays. Bon. Nous, ce que nous faisions comme pari, si Jean-Luc Mélenchon avait été élu, on est contre la Ve République. Bon. Maintenant, comme on estime que c'est par les urnes qu'on prend le pouvoir dans nos pays, il faut à un moment donné passer par le cadre de ces institutions pour les transformer. Donc, Jean-Luc Mélenchon, à 600 000 voix près, a raté le deuxième tour. Nous, ce que nous pensons, c'est que s'il avait eu 600 000 voix, le jeu était totalement ouvert face à Emmanuel Macron. Et à partir de là, comment avoir une majorité? J'allais dire, en profitant peut-être un peu de ce que justement, entre guillemets, offre la Ve République. C'est-à-dire que traditionnellement, vous remarquerez que chaque président élu sur la Ve République, le peuple lui donne une majorité après. Et l'exemple vient encore de nous être donné. C'est-à-dire que Emmanuel Macron, à la présidentielle, se retrouve élu pour battre Marine Le Pen. Il n'est pas élu par adhésion de 75% des Français. Il est élu pour battre Marine Le Pen. Et pourtant, aux législatives, il se retrouve avec la plus grande majorité de la Ve République. Bon, avec un système qu'on dénie, mais c'est comme ça que ça s'est passé. Nous, ce que pensons, c'est que si Jean-Luc avait été élu président de la République, nous aurions été capables d'avoir à partir de là une majorité politique entre les députés France Insoumise et tous ceux qui, à ce moment-là, j'allais dire, se seraient déclarés d'accord pour être dans la majorité et appliquer le programme. Nous pensons que nous aurions été majoritaires de la même manière parce que la dynamique aurait été de notre côté. Donc voilà, moi je réponds pour le sujet précis et correspondant aux institutions françaises qui, paradoxalement, à un moment donné, peut vous donner une majorité sans forcément que, j'allais dire, vous soyez, qu'à vous seul, vous soyez majoritaire dans le peuple. C'est un système qui est comme ça. Voilà comment nous, on imagine les choses et je crois comment ça serait passé si Jean-Luc avait été élu président de la République et comme j'espère que nous le serons dans 5 ans ou avant, on ne sait jamais. Vale, bueno, la pregunta me parece bastante interesante porque, sobre todo en el principio del debate, hemos puesto mucho énfasis en las dificultades o en los muros que Europa nos plantea, pero también estamos obviando que a nivel nacional también existen muchas dificultades, incluso de si estás en gobierno, de gobernar. Es decir, también vamos a encontrar el muro de las oligarquías, también vamos a encontrar el muro de las administraciones, etcétera, etcétera. Lógicamente depende crear mayorías parlamentarias depende mucho del sistema electoral. En España es diferente. Bueno, la mayoría creo que ya lo conocéis. Ahora Podemos, bueno, hizo una apuesta por en muy poco tiempo de vida, digamos, en los 2 años desde que nació Podemos a lo que quedaba para las elecciones generales, hizo una apuesta por intentar crear un partido con lo suficientemente fuerte como para plantearse la victoria en esas generales como
como objetivo. No se ha conseguido. El objetivo es ahora, reforzar la organización interna, dotarla de más democracia, algo que yo creo que, como decía anteriormente, yo creo que es fundamental. Y, como estamos hablando aquí, tejer esas alianzas. Eh bien, c'est une question très intéressante puisque au début du débat aujourd'hui, on parlait des obstacles auxquels on fait face au niveau de l'Union européenne, mais on est également face à un certain nombre d'obstacles dans nos propres pays. Prenez l'exemple du fait de gouverner. En Espagne aussi, on fait face à cette oligarchie, on fait face à l'administration centrale. Créer une majorité parlementaire, c'est pas facile, ça dépend du système électoral du pays dans lequel vous vivez. Je ne sais pas si vous connaissez le système électoral en Espagne, mais nous, par exemple, 2 ans avant les élections générales qui ont eu lieu en Espagne il y a quelques temps, on a décidé d'essayer de créer un parti politique suffisamment fort pour remporter ces élections. Et l'objectif de notre parti aujourd'hui, donc après les élections, c'est de renforcer notre organisation interne et de créer davantage de démocratie. Hasta entonces, hasta conseguir esa mayoría que te permita entrar en gobierno, yo creo que hay experiencias buenas, como puede ser la que obtenemos de Portugal. En Portugal gobierna el Partido Socialista con el apoyo del Partido Comunista y del Bloco de Esquerda. Son partidos que apoyaron, pero que no han entrado en gobierno. Es decir, ellos mantienen su propuesta y su programa política intacta. Yo creo que eso es fundamental. Cada uno se tiene que, digamos, presentar a los retos electorales con su propio programa y cumplirlo. Incluso cuando llegas a pactos o alianzas de apoyar gobiernos, pero no creo que haya que tengamos que tener una necesidad urgente de entrar en gobiernos que puedan cambiarnos a nosotros mismos. Sí tenemos una urgencia por, en nuestro caso, por echar al presidente de Rajoy del Partido Popular. Sí tenemos una urgencia general por mejorar las condiciones de vida de la gente, pero para eso no solo está la vía institucional y la vía de gobierno, sino que también hay muchas vías tanto fuera del gobierno como partido que controla dentro de un parlamento, como desde las calles a través de la movilización social. Avant de parvenir à cette majorité, avant de parvenir au gouvernement, il y a un certain nombre d'exemples dont on devrait s'inspirer. Prenez l'exemple du Portugal. Le Portugal est dirigé par le Parti socialiste en coalition avec le Parti communiste et le Bloc de gauche. Mais le Parti communiste et le Bloc de gauche ne sont pas entrés au gouvernement. C'est le Parti socialiste qui est au gouvernement. Et ces deux partis qui sont en coalition avec lui ont leur propre programme qu'ils maintiennent intact. Et je crois que c'est très important pour chaque parti politique de respecter le programme sur la base duquel il a été élu. Donc même lorsque vous forgez des alliances ou des coalitions, vous devriez toujours respecter le programme que vous avez utilisé lors de la campagne. Donc je ne crois pas qu'il soit urgent, à vrai dire, pour nous de parvenir au pouvoir et de gouverner. Ce qui est urgent, c'est de faire dégager Mariano Rajoy du Parti conservateur en Espagne et d'améliorer la condition de vie des Espagnols. Mais pour ce faire, vous avez la voie des institutions, la voie de la gouvernance, mais pas seulement. Il faut également utiliser le pouvoir que vous offre la rue. Si quelqu'un il veut poser une dernière question, la dame, quelqu'un de plus, pour prendre. Et le monsieur, la dame et le monsieur, et après on termine. Merci. C'est bon, on entend là? Oui. Vous venez de parler de l'exemple portugais et ça m'intéresse beaucoup. Bon, certes, le Portugal n'a pas réussi à avoir une politique vraiment de gauche, mais au moins ils ont minimisé les dégâts que l'Europe a imposés au peuple portugais. Ouais, pardon. Et par ailleurs, quand je regarde la France et l'Espagne, Podemos, la France insoumise, ont échoué à arriver au pouvoir et les dégâts sont absolument catastrophiques, en particulier pour les classes populaires françaises et espagnoles. Alors, est-ce qu'il n'est pas quand même important, quand on pense aux plus pauvres? Et l'impression que j'ai, c'est que les dirigeants de Podemos et les dirigeants de la France insoumise ne sont pas du côté des plus pauvres et des plus défavorisés. Est-ce qu'il ne serait pas important de penser quand même à des alliances avec les forces politiques constituées? Et à titre personnel, je regrette que le Front de gauche, qui reliait en France des partis
constitué et explosé. Et est-ce qu'il ne faut pas réfléchir à autre chose pour éviter vraiment le pire du pire? Alors, le camarade de Podemos dirait on peut attendre, mais il y en a qui ne peuvent pas attendre, qui ne peuvent plus attendre, qui sont dans une situation catastrophique. Et ce qui se passe en France actuellement est terrifiant. Et je ne vois pas comment on peut s'en remettre, même si France Insoumise toute seule, ou ce que je souhaite, France Insoumise et toutes les forces démocratiques de France, s'allient. Donc ne faut-il pas réfléchir à autre chose? Et dans l'histoire de France, je ne connais pas assez bien l'histoire d'Espagne, mais dans l'histoire de France, les moments où il y a eu d'immenses avancées sociales, le Front populaire, la libération, ça a été des moments d'unité et d'unité politique, en particulier au moment de la libération, y compris avec des forces de droite. Donc, on a des rêves, on est bien placé socialement, mais quand on est mal placé socialement, on peut avoir de très fortes rancœurs envers ceux qui disent on peut attendre, ayons un programme bien ficelé, mais on peut attendre. Moi, je crois que certains ne peuvent pas attendre. C'est terrible pour eux actuellement. On va donner aussi, l'hémicycle va poser sa question et après les deux députés ils vont répondre. J'espère ne pas être tout à fait hors champ, mais je souhaitais savoir la position de Podemos par rapport au mouvement indépendantiste barcelonais. Qui prend la parole? Oui, non, bien sûr. Nous, on pense qu'on ne peut pas attendre, mais j'observe une chose, c'est que Jean-Luc Mélenchon, en 2012, a eu 4 millions de voix, et cette fois-ci, il a eu plus de 7 millions de voix. Donc, je veux bien penser que la question du front de gauche est quelque chose qui nous permettait de toucher beaucoup plus puissamment les classes populaires, mais ce n'est pas ce que disent le résultat des élections, et ce n'est pas non plus ce que disent, j'allais dire, l'implication qu'on a connue. Moi, je suis un de ceux qui a construit le front de gauche. Je pense que le front de gauche est mort d'être resté un cartel de partis. Alors, ça ne plaira peut-être pas à tout le monde ici, mais je le dis, je l'assume. Je crois que nous avons raté le coche de permettre justement que dans le front de gauche viennent des gens qui n'avaient pas envie d'être dans un de nos partis à travers l'adhésion directe, et que, par exemple, ça a provoqué le fait qu'après 2012, qui a été une élection, un premier stade d'élection réussi, nous soyons sortis de cette élection avec rien. Nous sommes sortis avec chacun de nos partis et nous n'avons pas su organiser quasiment, j'allais dire, les gens qui massivement sont déjà vus dans les meetings de Mélenchon. Donc c'est pour ça, qu'est-ce qui est France Insoumise ? C'est l'idée de repartir sur ce qu'aurait dû rester le front de gauche, ou ce qu'aurait dû être le front de gauche, c'est-à-dire quelque chose qui permette de faire de la politique sans forcément adhérer à nos partis, parce que force est de constater aujourd'hui, on peut le regretter, on peut dire tout ce qu'on voudra, chacun dans nos partis, mais c'est que les gens n'ont pas envie de faire de la politique de manière massive dans nos partis. Voilà, il faut peut-être se retourner. Et à partir de là, je ne suis pas d'accord avec ce que vous disiez. Je pense que quand on a 19% des voix, quand on a 7 millions des voix, quand on a, au lieu d'avoir 10 députés, on a cette fois-ci 17 députés qui ont montré qu'on était une force de deuxième tour et qui n'a pas enlevé un seul député au Parti communiste, qu'il en a 11 aujourd'hui, eh ben, on est plus près de représenter les classes populaires et de toucher les classes populaires que quand on fait la moitié moins. Voilà, c'est arithmétique. Alors maintenant, de toute façon, la question de l'unité, si l'unité, c'est l'idée de dire il faut revenir quelque part à des solutions algébriques qui seraient ce que nous dit le PS, il faut faire l'unité. Ben, la solution aujourd'hui, ça ne va pas être de refaire l'unité avec un parti socialiste, excusez-moi, mais qui ne sait même pas s'il est dans l'opposition. À l'Assemblée nationale, le Parti socialiste, la plupart s'abstiennent. Il y en a 5 qui ont voté pour la confiance au gouvernement, 3 contre. Tout simplement parce qu'ils sont dans les mêmes problématiques, ils n'en sont pas sortis. Et moi, j'ai tendance à penser qu'à partir du moment où on est enfin sorti du fait d'avoir un parti socialiste qui figeait la vie politique française par le vote utile, je ne vais pas penser que le moindre recours, c'est de leur redonner une place centrale. Voilà, je crois que c'est plutôt une bonne chose que nous ayons fait en sorte aujourd'hui de marginaliser le Parti socialiste. Bon, si c'est l'idée de dire les partis de l'autre, ce que nous appelions les partis de l'autre gauche, mais les portes sont ouvertes pour qu'on fasse des choses ensemble. Et d'ailleurs, nous faisons des choses ensemble. Le 23 septembre, j'espère que nous serons ensemble dans une même initiative
tout comme nous avons été ensemble à soutenir les syndicats dans les manifestations du 12 et dans les manifestations du 21 et dans les avenirs. Donc moi, je ne crois pas que la question serait l'idée de dire attention, non, on n'a pas du tout envie d'attendre, je vous rassure, on a envie de prendre le pouvoir très vite, mais on pense que pour prendre le pouvoir très vite, il faut inventer des nouvelles formes d'application citoyenne que celles qui ont échoué, quels que soient les regrets qu'on peut avoir. Voilà. Et je crois que, je termine là-dessus, qu'est-ce qu'a montré Podemos ? Quelle est la singularité de Podemos et la singularité de ce que nous essayons de faire avec France Insoumise ? C'est le fait que pour essayer à un moment donné de prendre le pouvoir, d'établir un rapport de force, il faut avoir une force homogène. Une force qui est capable de bâtir, non pas de rester sur une addition de partis, mais qui est capable justement de représenter à elle seule quelque chose qui est capable à la fois sur le plan politique, social, citoyen, écologique, de renverser la donne. Et je ne crois pas que ça soit l'addition de ce qu'a été le Front de gauche, quoi qu'on puisse avoir comme nostalgie, quoi qu'on puisse regretter. Par contre, je crois que toutes les forces qui étaient dans le Front de gauche ont aujourd'hui leur place pour bâtir ce qu'on essaye de faire ensemble. Voilà. Oui, les donne la parole pour répondre à la question du monsieur. Vale, efectivamente no se puede estar esperando eternamente a la urgencia de la necesidad en la que viven millones y millones de personas. Eso también lo comparto. Yo he dicho que el ejemplo portugués a mí me parece bueno porque están consiguiendo implantar políticas progresistas en beneficio de la ciudadanía, y eso se ha conseguido defendiendo programas propios de cada organización. La cuestión de las alianzas yo creo que tampoco tiene que ser el objetivo final, el hacer esa suma de siglas. Nosotros hemos interpelado al Partido Socialista muchas veces para generar esa alternativa de gobierno que eche a Mariano Rajoy, al Partido Popular, pero creo que tampoco podemos estar eternamente interpelando en este caso al Partido Socialista no solo en España, sino tampoco en el Parlamento Europeo. Lo que tenemos que hacer, mientras posibilitamos las mejores políticas progresistas, lo que tenemos que seguir haciendo es seguir trabajando para cambiar radicalmente el sentir mayoritario de la gente, que permitan establecer esa mayoría social que convierta tu política en algo compartido por todos, ¿no? Que de alguna manera se convierta en hegemónico. ¿Qué es lo que, por poner el ejemplo y hilar con Cataluña? En Cataluña ahora mismo el 80-90% de la población defiende el referéndum, independientemente de que vote sí o que vote no. Pero el referéndum ya se ha convertido en una petición, digamos, mayoritaria. La cuestión catalana viene de muy atrás, viene de cuando creo que gobernaba el Partido Socialista en ese momento. Bueno, igual te dejo responder. Creo que en ese momento gobernaba el Partido Socialista, que el Partido Popular mandó a los tribunales el Estatuto de Autonomía, donde no se pedía la independencia, pero sí se pedía una mayor autonomía de Cataluña. Es en ese momento en el que eso se prohíbe por la vía judicial, en donde se genera una reacción ciudadana que va desencadenando cada vez más grandes movilizaciones. O sea, yo creo que es importante el papel que juega la sociedad. En este momento, esas movilizaciones han generado varios procesos de referéndums declarados todos ilegales por la justicia, pero que siguen forzando una situación que digamos que en este momento es insostenible ya. Es insostenible la postura del Partido Popular. ¿Cuándo era que el Partido Socialista era en Cataluña? ¿En el poder? No, estaba en el gobierno en ese momento. 2000, creo que fue
Oui, alors c'est vrai qu'on ne peut pas attendre éternellement lorsque des millions de personnes se trouvent dans une situation urgente. Je suis tout à fait d'accord avec vous. Pour ce qui est du Portugal, c'est un bon exemple car le Portugal est en mesure de mettre en œuvre des politiques progressistes aujourd'hui et cela vient en aide bien entendu à un grand nombre de citoyens. Et dans le même temps, comme je vous le disais, au sein de cette coalition portugaise, les différents partis politiques continuent de soutenir leur programme politique. Les alliances, ce n'est pas l'objectif final. L'objectif, ce n'est pas de rassembler le plus grand nombre de sigles possible. L'objectif, c'est, par exemple, en Espagne, on s'est tourné à plusieurs reprises vers le Parti socialiste espagnol pour lui dire on doit créer une coalition pour pouvoir virer le gouvernement de Rajoy. Mais le Parti socialiste s'y est refusé. On ne peut pas éternellement les interpeller pour leur demander de former une alliance. Il en va de même au niveau du Parlement européen. On essaye également d'interpeller le Parti socialiste. Donc nous devons, dans un premier temps, promouvoir toutes ces politiques progressistes. Dans un autre temps, changer radicalement le sentiment d'appartenance des citoyens vis-à-vis des politiques qui sont mises en œuvre. Pour que les différents citoyens se retrouvent dans les politiques progressistes dont nous faisons la promotion, pour que ces politiques deviennent des politiques hégémoniques. Pour ce qui est de la situation en Catalogne, aujourd'hui en Catalogne, de 80 à 90% des habitants de la Catalogne sont en faveur du référendum, indépendamment du fait qu'ils soient en faveur du oui ou en faveur du non. Mais l'organisation de ce référendum est aujourd'hui une demande de la majorité de la population. Il faut savoir qu'à l'époque où les premiers référendums ont été organisés, c'est le Parti socialiste qui était au pouvoir et le Parti socialiste a décidé de saisir la justice pour déclarer illégal ce référendum. Mais en raison de cette interdiction par la justice espagnole, la plupart des citoyens catalans se sont mobilisés en faveur de l'organisation des référendums, qu'ils soient ou non en faveur de l'indépendance de la Catalogne. Donc je pense que ce qu'a fait le Parti socialiste et ce que fait maintenant le Parti conservateur a rendu la situation totalement insoutenable, et la position du Parti conservateur aujourd'hui est tout à fait insoutenable. La posición del Partido Popular ahora mismo lo que está es un partido enloquecido, podríamos decir. O sea, estamos viviendo unos momentos totalmente antidemocráticos, con la ilegalización de actos, con el registro de empresas en Cataluña para buscar imprentas donde se estén imprimiendo papeletas. O sea, estamos viviendo una violación de los derechos civiles y democráticos bastante grave, a mi juicio. En Podemos lo que defendemos es un referéndum que sea bilateral, o sea, que esté reconocido por las dos partes, también reconocido por la comunidad internacional, y que en base a ese resultado se inicie un proceso de negociación. Ahora mismo, de cara al 1 de octubre, nosotros creemos que la ciudadanía inequívocamente tiene que votar, porque el derecho a decidir y el derecho a votar no se pueden vulnerar. Le Parti populaire, donc le Parti conservateur en Espagne, est devenu totalement fou en fait. Il a une démarche totalement antidémocratique avec cette pénalisation du référendum. Il y a même le Parti populaire essaye, en essayant de détecter les empreintes digitales sur les bulletins de vote pour voir où les bulletins de vote ont été imprimés et pour essayer d'emprisonner celles et ceux qui sont responsables de les avoir imprimés. Pour ce qui est de Podemos, nous, on veut que le référendum ait lieu et que le résultat du référendum soit reconnu par les deux parties, par l'Espagne, mais également par la communauté internationale. Reste à voir quel sera le résultat de ce scrutin qui aura lieu le 1er octobre. Après les résultats, il faudra négocier, mais quoi qu'il en soit, il faut que les citoyens se rendent aux urnes, car le droit de vote ne peut être violé. Bon, on doit conclure, on doit finir. Désolé, mais on conclut avec les questions. Je suis désolé, mais est-ce qu'on n'a plus de temps? Et si M. Coquerel ou M. Benito ils vont dire quelque chose pour conclure le débat? D'abord, merci pour le débat. Moi, je crois que on en revient toujours au même, c'est-à-dire que comment on enfonce à un moment donné un coin dans le néolibéralisme et dans la question, j'allais dire, du carcan libéral au niveau de l'Union européenne. Bon. Très franchement, il faut savoir aussi à un moment donné saisir toutes les occasions. Bon, moi je l'ai dit tout à l'heure, je ne crois pas. Je crois que globalement la social-démocratie a accompli, j'allais dire, son cycle historique, et que pour la plupart en tout cas de ces partis-là, ils sont passés de l'autre côté. Bon, si on avait encore besoin d'un exemple, il suffirait de voir le débat en Allemagne.
Pourquoi Mme Merkel va très certainement être réélue? C'est que dans le débat qu'elle a eu face à Martin Schulz, chacun a essayé de chercher les différences entre les deux par rapport à la politique menée. Bien. Et donc, pourtant, c'est le Parti social-démocrate le plus puissant en Europe, historiquement. Bien. Alors, mais par contre, si ici ou là, et notamment au Portugal, il y a une expérience à un moment donné qui est menée avec un parti socialiste qui se réveille tout d'un coup et qui est capable, dans une alliance, à partir du rapport de force imposé à la fois par le Bloco et par le Parti communiste portugais, de, produire une politique anti-austéritaire, on va le regarder avec satisfaction. Et on va dire avec satisfaction que là, dans ce pays, il y a une formule différente de celle qu'on imagine qui fonctionne. Très franchement, ça va d'ailleurs être intéressant à observer parce que là, par rapport à l'expérience portugaise, qui d'ailleurs, entre parenthèses, a des bons résultats économiques, ce qui montre que dès lors qu'on arrête les politiques de l'offre, il y a des bons résultats économiques. Mais là, il va y avoir vite un bras de fer. C'est-à-dire qu'il serait fort étonnant que l'Union européenne laisse faire le Portugal très longtemps. Donc on pourrait se retrouver dans les mois à venir avec non seulement savoir jusqu'où va aller le Parti socialiste portugais poussé par l'alliance qui est de sa gauche, mais aussi, peut-être d'une bataille à mener. Donc voilà, moi j'admets que quelque part il puisse y avoir. Mais par contre, ce que je constate, c'est que c'est pas la même situation en France. Ça a été dit, c'est pas la même situation en Espagne où le Parti socialiste espagnol a préféré renoncer à gouverner plutôt que d'imaginer une alliance anti-austéritaire avec Podemos. Et donc le cadre général, à mon avis, c'est quand même de bâtir des constructions politiques majoritaires capables, si ce n'est d'être majoritaires à elles seules, mais en tout cas d'être la force première, principale, qui permettent d'imposer à partir de là et de permettre un processus gouvernemental majoritaire. Et je crois que c'est la voie qu'il faut essayer de trouver. Voilà. En tout cas, merci pour cette discussion et pour ce débat, je trouve qu'il était intéressant. Xavi, pour... Sí, bueno, yo simplemente quería terminar con un mensaje también positivo, que no solo todo es un erial, digamos, de globalización capitalista y de Europa de austeridad y neoliberalismo. Quiero decir que sigue habiendo margen para la movilización y para confrontar el proyecto político de las élites. Sin ir más lejos, hablábamos de Cataluña. Cataluña no solo representa una movilización por un derecho a decidir, sino que Cataluña es una movilización muy importante en todo el Estado. O sea, está sacando casi o más de 1 millón de personas a la calle cada año. Y el propio referéndum está cuestionando, digamos, toda la construcción que las élites han hecho del Estado español, lo que nosotros llamamos el régimen del 78, ¿no? La ordenación territorial, el reparto de poderes, la figura del rey, etcétera, etcétera. O sea, hay espacio para la movilización. Sin ir más lejos, esta semana ya estaba en Estrasburgo, pude participar en las movilizaciones en Francia contra la reforma laboral. Allí había mucha gente, a pesar de que Macron, como hablábamos, había ganado las elecciones, sigue habiendo espacio para construir, digamos, mayorías, aunque las élites vieran en la victoria de Macron una especie de bomba de oxígeno a su proyecto de Europa neoliberal. Como decía, creo que esto demuestra que aún hay mucho margen para construir estas mayorías, para tejer estas alianzas y para construir estos espacios y estos sentidos comunes que decía anteriormente, colectivos y multiplicadores, es decir, que abarquen a muchas más personas, a una mayoría mucho más grande de lo que conocemos ahora mismo. Eh bien, pour terminer, je souhaiterais transmettre un message positif. On a beaucoup parlé de l'Europe, de l'austérité, du néolibéralisme, du capitalisme débridé, mais il est également possible de se mobiliser, de s'opposer au projet que souhaitent nous imposer les élites. Pour ce qui est de la Catalogne, c'est une mobilisation en faveur du droit à décider, mais pas seulement. C'est également une mobilisation citoyenne, tout simplement, dans toute la communauté autonome de Catalogne, puisque chaque année, plus d'1 million de personnes descendent dans les rues. Donc le référendum en Catalogne, d'une certaine manière, remet en cause la construction de l'État que nous ont imposé les élites, ce que l'on appelle le régime de 1978, date à laquelle le système actuel espagnol a été fixé, avec la répartition territoriale, la répartition des pouvoirs et la figure du roi.
Cette semaine, j'étais à Strasbourg, au Parlement européen, et j'ai participé à la mobilisation sociale contre la loi travail du gouvernement. Donc même si Emmanuel Macron a été élu, il est encore possible de se mobiliser, même s'il est vrai qu'aujourd'hui, avec la victoire d'Emmanuel Macron, beaucoup d'élites pensent que cette victoire électorale renforce le projet européen néolibéral. Donc comme je vous le disais, il est possible de créer des alliances, il est possible de créer ce sens commun et ce sens collectif et multiplicateur qui permettent de rassembler beaucoup plus de personnes que nous l'avons vu par le passé. Bon, merci à tout le monde pour nous écouter. Surtout, merci aussi à Eric et à Sabi pour venir à ce débat. Et merci aussi à les GUE, les groupes parlementaires de la gauche européenne pour financer les débats. Et aussi, je vais vous parler vite fait de notre débat, de nos activités de demain matin. On sort un débat 100 ans après prison et passé de la révolution d'octobre avec Frédéric Genève, dirigeant du PCF et historien. Après, à midi et demi, on a un acte de solidarité avec les peuples du Rif, avec les militants des droits de l'homme au Maroc et Algérie. Et à 14h, on a un débat inspiré les changements avec Raquel Garrido, ta camarade de la France Insoumise, et Esperanza Jubera, que c'est la responsable de Podemos extérieur, de tous les cercles de Podemos dans l'extérieur. Et vous êtes bienvenus. Merci beaucoup.